Dieu, dans cette théorie leibnizienne, se présente donc comme la monade des monades. Si vous voulez, c'est l'ensemble de toutes les monades. Cet ensemble n'étant pas simplement un contenant, c'est-à-dire une somme infinie de toutes les monades, mais c'est le principe qui ordonne cet ensemble des monades. C'est-à-dire que le concept de Dieu n'est pas simplement un infini au sens le plus indéterminé, au sens le plus pauvre. C'est quelque chose comme l'ensemble des lois et des règles qui structurent la totalité de l'univers. Donc Dieu est l'entendement. Qui dit entendement, on dit toujours système de règles, qui ordonne et prévoit aussi bien la nature que la structure et l'essence, et de même le futur de toutes les monades. Au fond, il y a là le déploiement du concept de système. Dieu, c'est le principe d'ordre du système des monades. Il est donc infini, alors que la monade est finie. C'est d'une certaine façon le point de vue de tous les points de vue. Et c'est à cette notion même de point de vue qu'il faut s'intéresser pour saisir la place de chacune des monades au sein de ce système. Qu'est-ce qui différencie deux monades ? Eh bien, si l'on considère qu'elles ont une même nature, à savoir une nature spirituelle, être un automate spirituel. Deux monades qui apercevront le même spectacle, qui, si vous voulez, auront les mêmes perceptions, seront cependant différentes dans la mesure où le point de vue qu'elles auront sur ce spectacle ne sera pas exactement le même. Autrement dit, si mon voisin est bien mon voisin et non pas moi, alors même que nous regardons le même film, toujours pour filer cette métaphore, c'est parce que nous sommes en léger décalage dans la perception de ce film. Donc on a là un principe en apparence spatial, n'est-ce pas, c'est le point de vue, mais qui est en fait relié à une dynamique. La production du spectacle de mes représentations se fait d'un point de vue qui, pour Dieu, s'avère être légèrement différent. Pour moi aussi, mais seul Dieu peut en rendre compte. Essayons de comprendre de façon plus précise la production de la représentation. Autrement dit, intéressons-nous au mécanisme de cet automate spirituel. La première question qu'une attitude naturelle entraîne à se poser est la suivante. Comment se fait-il que j'ai le sentiment d'une extériorité de l'objet des représentations ? Autrement dit, comment se fait-il que lorsque je vois une table, un cendrier, une bouteille, etc., comment se fait-il que, alors que Leibniz nous explique que nous produisons ce spectacle de façon intellectuelle et interne, nous ayons le sentiment qu'il s'agit bien d'une extériorité et que ce sentiment est en quelque sorte corroboré par la sensation elle-même. C'est-à-dire le fait de pouvoir voir, toucher, etc. Tout d'abord, pour déconnecter ce sentiment naturel, je vous rappelle que dans nos rêves,
nous voyons, nous sentons, nous touchons, alors même qu'il n'y a pas d'extériorité. Donc, le sentiment spontané d'une extériorité n'est pas à prendre en compte de façon philosophique. Autrement dit, qu'est-ce qui, dans le spectacle du réel, ou encore dans cet ensemble des perceptions, peut être tenu pour un critère d'une réelle extériorité? Évidemment, selon Leibniz, rien. Mais essayer de trouver des critères nous permettra de mieux comprendre les arguments leibniziens. Tout d'abord, si nous faisons attention à la différence entre les perceptions telles que nous les avons dans un rêve et les perceptions telles que la veille, l'état éveillé, nous les propose, nous pouvons remarquer que espace et temps semblent ne pas obéir au même principe. Dans un rêve, comme dans un film, l'espace n'offre pas une structure rigide en quelque sorte. Autrement dit, si je veux franchir 5 ou 10 mètres, donc un morceau d'espace, dans la veille, je dois les parcourir. Et je ne peux les parcourir que dans un certain ordre, celui de la juxtaposition des points de cet espace. Autrement dit, je dois commencer par mettre un pied devant l'autre et progresser jusqu'au lieu que je veux atteindre. Alors que dans un rêve, de même que grâce au montage ou au trucage dans un film, je peux me retrouver d'un coup dans le lieu en lequel je voulais aller. Donc je n'ai pas à parcourir cet espace. Autrement dit, la juxtaposition des points de l'espace semble être différente dans la veille et dans le rêve. Dans la veille, je suis contraint de parcourir les différents points de l'espace, alors que dans le rêve, il semble que je puisse me dispenser de cette structure contraignante de l'espace. Dès lors, on pourrait penser que ce qui me prouve que je suis éveillé et non pas en train de rêver, c'est que j'ai à parcourir cet espace. Au fond, parcourir cet espace, c'est juste avoir affaire au réel. De même pour le temps. Dans un rêve, là encore comme dans un film, la succession des moments du temps, à savoir le passé, le présent et le futur, semble d'une part irréversible. Une fois que je suis au moment présent, je ne peux plus revenir de façon réelle dans le passé. Je ne puis que m'en souvenir. Et de même, pour aller dans le futur, je ne peux que l'attendre. C'est-à-dire, je dois parcourir les moments du temps qui me séparent de ce moment futur. Alors même que, là encore, dans un rêve ou dans un film, je puis me projeter instantanément dans le futur sans avoir à parcourir les moments du temps. Donc, espace et temps, ou encore la juxtaposition des points de l'espace et la succession des moments du temps, semblent, dans la veille, obéir à un ordre différent du désordre potentiel que présente le rêve. On pourrait donc, peut-être, essayer de soutenir que, dans le rêve, le critère
c'est que la juxtaposition des lieux de l'espace et la succession des moments du temps ne sont pas soumis à une structure rigide, mais au contraire, peuvent être en quelque sorte chamboulés, recomposés par l'imagination, alors que dans la veille, juxtaposition et succession connaissent un ordre extrêmement strict d'irréversibilité et d'absence d'ellipse. Mais là où Leibniz répond de façon convaincante à cet argument, c'est en expliquant qu'espace est temps, ou encore que juxtaposition et succession ne sont que des ordres des représentations. Que cet ordre soit plus ou moins contraignant ne change rien au fait qu'il s'agisse de représentations. Autrement dit, nous aurions deux types de rêves, des rêves bien ordonnés ou ordonnés de façon contraignante, du plan séquence, si vous voulez, pour continuer à filer la métaphore cinématographique. Et nous nommons ce type de rêve la veille. Et puis, nous avons un film mal ordonné, si vous voulez, un film qui aurait été soumis au montage de quelqu'un d'un peu fou, le monteur fou ayant à nouveau frappé. Nous nous retrouvons avec un ordre des représentations totalement chamboulé, et ce serait là le propre du rêve. Autrement dit, lorsque l'imagination chamboule l'ordre des représentations dans le rêve, il y a en effet un désordre, mais ordre ou désordre, ce n'est jamais que de la représentation, donc ce n'est jamais que de la production intellectuelle de l'esprit. Autrement dit, nous restons dans une forme cinématographique sans jamais pour autant avoir affaire au réel. Donc espace et temps, en tant que structure d'ordre des représentations, quand bien même ils recevraient deux types d'ordre, un ordre imaginaire et un ordre plus rigoureux, ne nous permettent pas de trancher pour comprendre si effectivement ce qui est extérieur à nous est bien extérieur à nous, ou si ce n'est que perçu comme étant extérieur à nous. Évidemment, selon Leibniz, il n'y a aucun critère d'extériorité parce qu'il n'y a pas d'extériorité. Il faut alors expliquer pourquoi nous avons ce sentiment d'extériorité. Comment se fait-il que, face aux objets et face à autrui, nous nous trouvons dans un état de rencontre. Nous faisons l'expérience de la rencontre des objets et non pas de leur production. Pour cela, il faut s'intéresser au processus de production des représentations. Selon Leibniz, ce processus est réglé par un principe qui est celui du calcul infinitésimal. Autrement dit, nous prenons conscience d'une représentation lorsque les perceptions atteignent un degré important de vivacité, pourrait-on dire. C'est quelque chose dont on peut faire l'expérience pour tenter de le concrétiser un petit peu. Par exemple, nous sentons rarement
le contact des vêtements sur l'ensemble de notre corps. Pourtant, ce contact existe. Et si l'on y prête attention, nous pouvons l'éprouver. Mais que ce contact vienne à devenir plus fort, parce que, je ne sais pas, un enfant tire sur un pan de votre pantalon ou de votre robe, etc. Donc le contact devient plus fort, et à ce moment-là, nous le sentons. Donc lorsque le contact est juste un effleurement, nous ne l'éprouvons pas parce que le degré d'intensité de ce contact n'est pas suffisant pour que nous en prenions conscience. Mais lorsque ce degré d'intensité atteint un degré X, eh bien là, nous en prenons conscience. Il s'agit d'un processus similaire pour la production de toute représentation. L'esprit produit donc ce que Leibniz appelle des petites perceptions. Et par sommation de ces petites perceptions, nous en venons au degré X d'intensité, degré X qui fait que nous prenons conscience de la représentation. Autrement dit, la perception, en atteignant une intensité suffisante, devient consciente et par là même est considérée comme une représentation. C'est pas je vois ceci, je vois cela. Bien. Mais si le processus de sommation des petites perceptions, le processus par lequel nous additionnons les petites perceptions les unes aux autres, jusqu'au moment où nous en prenons conscience, donc si ce processus de sommation ou d'addition est lui-même inconscient, le moment où nous prenons conscience de la représentation, celle-ci nous apparaît non pas comme étant produite par l'esprit, mais comme lui étant donnée, donnée à l'esprit. Et là réside le sentiment de l'extériorité. C'est parce que je me retrouve en quelque sorte face à mes propres représentations que je les considère comme des objets extérieurs à moi et non pas comme des produits de mon esprit. Pour le dire négativement, si nous avions conscience du processus de production des petites perceptions et du processus de sommation de ces petites perceptions jusqu'à un degré X, où la perception prendrait en quelque sorte une consistance plus importante. Nous verrions l'objet se former sous nos yeux. Mais dans la mesure où nous n'avons conscience ni de la production des petites perceptions, ni de leur addition les unes aux autres jusqu'au degré X, qui fait que là, la chose nous apparaît, celle-ci, cette chose, nous apparaît de façon étrangère ou de façon extérieure. Autrement dit, l'extériorité repose sur l'inconscience du processus de production de la représentation. C'est ce qui, selon Leibniz, explique que, alors même que la monade produit à partir d'elle-même l'ensemble de ces représentations, elle n'a pas conscience de cette production et elle se trouve, pour le dire ainsi, face au spectacle du monde. Autrement dit, ce spectacle du monde est un spectacle, c'est quelque chose qui lui semble donné de l'extérieur, alors même que c'est un processus inconscient de production interne et idéale. Voilà ce qui, selon Leibniz, permet d'expliquer le sentiment spontané d'une extériorité. Qu'est-ce qui, selon Leibniz, permet ce mécanisme, mais en fait, nous apercevons à présent qu'il faut corriger cette métaphore du mécanisme, cette métaphore de
l'automate conçu de façon mécanique, dans la mesure où la production des petites perceptions repose sur une dynamique. Il y a plus là l'idée d'une puissance, d'une dynamique, que celle d'un simple mécanisme. Donc qu'est-ce qui, selon Leibniz, est en quelque sorte le dernier ressort de cette production? Eh bien, c'est le principe même de la production de la monade comme telle, c'est-à-dire de ce point originaire à partir duquel se déploient les perceptions. Or, ce point originaire, si vous voulez, la pointe du cône à partir duquel se déploie la vision, le point de vue, eh bien, cette pointe extrême, c'est cela qui, dans son individualité, a été produit par Dieu comme moment ou comme point à partir duquel va se déployer l'automate spirituel. Donc ce que Dieu a réglé pour son harmonie préétablie, c'est bien ce principe de développement, cette dynamique du déploiement. Il faut prendre déploiement en un sens quasi littéral, n'est-ce pas? La monade se déplie, elle déplie l'ensemble des processus dynamiques que Dieu a produits pour constituer sa propre essence, l'essence de cette monade. Donc Dieu a produit ce point-là, ce point dynamique, et il l'a produit de telle sorte que tous ces points, c'est-à-dire toutes les monades, s'ordonnent en un système parfaitement cohérent. Donc Dieu est en quelque sorte le grand horloger qui a fait en sorte que toutes les monades, comme autant de rouages d'un univers infini, s'accordent, alors même qu'elles n'ont aucun rapport réel extérieur, donc s'accordent comme point dynamique et spirituel, pour produire l'univers comme système, ou encore l'univers comme grande machine spirituelle. L'univers, pour le dire autrement, n'est qu'un très vaste automate, mais un automate dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que spirituel. Donc il faut corriger l'image de la monade si l'on y voit un système mécanique, physique, dans la mesure où il s'agit bien plus d'un système d'entité spirituelle dynamique. Essayons à présent de comprendre dans quelle mesure les principes de cet idéalisme se déploient du point de vue du problème de la vérité. Tout d'abord, il faut saisir ce que c'est que des idées, et en particulier des idées vraies. Pour cela, je vous invite à lire le texte qui a été donné dans le Polycope. Celui-ci est extrêmement simple. Il faut le lire avec un stylo et simplement tracer l'arbre des dichotomies qu'il présente pour saisir la nature de l'idée vraie. Je ne m'y livrerai pas ici. Vous pouvez très très bien le faire simplement en prêtant un peu d'attention à la forme de l'exposition de ce texte leibnizien. Vous verrez qu'il s'agit en fait simplement de déployer
l'idée. Il s'agit de l'analyser. Et la limite de la compréhension d'une idée vraie se révèle simplement dans la différence entre l'entendement divin et l'entendement humain. L'entendement divin étant infini, il peut pousser l'analyse, il peut pousser le déploiement jusqu'à son terme, alors que l'entendement humain ne peut pas pousser l'analyse à son terme tout en gardant tous les éléments présents à l'esprit. Donc nous avons affaire toujours à ce qui, dans le texte, est appelé connaissance symbolique. Encore une fois, je ne l'explique pas ici, lisez le texte. Qu'en découle-t-il maintenant de ces principes pour la conception de la vérité? Leibniz déploie deux concepts de la vérité. Les vérités de raison et les vérités de fait. Les vérités de raison, ce sont les vérités absolument nécessaires, c'est-à-dire c'est l'ensemble des lois et des principes qui reposent sur la nature même de l'entendement divin. Ce sont par exemple les principes de la logique. Pour le dire autrement, les vérités de raison, ce sont les vérités sans lesquelles nous ne pourrions absolument pas penser et nous ne pourrions pas concevoir la production cohérente du système monadologique. Alors que les vérités de fait, ce sont en quelque sorte les vérités contingentes et non pas nécessaires. Ce sont les vérités de rencontre, si l'on peut dire. Ces deux étagements, enfin plutôt ce double étagement des vérités de raison, une vérité absolument nécessaire, et vérité de fait, donc vérité contingente, s'articule donc à la double structure du système monadologique, à savoir des principes absolument rigoureux et nécessaires, et le déploiement de ces principes dans une combinatoire qui se produit, certes, de façon absolument prévue par Dieu, l'harmonie est préétablie, mais qui, d'une certaine façon, aurait pu être différente. Et je vous invite, pour mieux saisir cet étagement, à consulter la petite présentation d'Émile Boutroux au système de la monadologie. Nous devons donc nous arrêter là pour ce qui est du système idéaliste.